Ma chère enfant, cette escapade dans les Hautes-Alpes m'enchante. Découvrir le Queyras et revoir ma cousine Jeanne. Je rends grâce à tante Élise d'avoir sollicité ton père qui a accepté de faire le voyage avec nous. Après Briançon, sur la route du Queyras, le voyage s'avère difficile et fatigue tantine. Mais quelle joie de découvrir cette région! Nous avons traversé des villages, des gorges profondes, des vallons d'altitude, des sommets, des cols dans le froid arctique, le vent mordant, le soleil ardent. Bref, chez nous, on se cache du soleil. Ici, on le cherche côté adré des montagnes. Enfin, à la tombée de la nuit, les chats nains s'offrent à nous. Mais je suis encore toute chavirée. Les chats nains ronronnent comme un chat gris au coin du feu. Tapis dans le vallon du Guide, le hameau attend que l'hiver s'empare définitivement de lui. La nature s'inquiète. Le mont Viso appelle les nuages qui, sûrs de leur force, descendent sur le Queyras vers leur lieu de sacrifice. On dirait que les fumées s'élèvent presque à regret dans le ciel irrité. Et les maisons semblent vouloir se serrer les unes contre les autres pour implorer la clémence des cieux. Les toits d'ardoise ou en bardeaux de mélèze s'accrochent de toute leur force aux solides assises des murs de pierre, se préparant à un nouvel assaut de l'hiver. Les Hautes-Alpes, c'est encore un peu la Provence. Pour nous recevoir, Jeanne et Louis ont revêtu leurs costumes de fête. Un peu différents des nôtres, mais très élégants. Je suis émerveillée par le raffinement de la coiffe à cornette. Tu te doutes bien, ma petite chérie, que dès sa descente, tante Élise s'est jetée dans les bras de sa fille pour l'embrasser. Nous rentrons dans l'étable, dont une partie tient lieu de séjour. Et la soirée ne s'éternise pas, et nous aurons tout le temps de bavarder et dégrainer nos souvenirs plus tard. Le lendemain, Jeanne m'entraîne pour découvrir la ferme des Chanay. C'est une vieille bâtisse qui date de 1630. Au rez-de-chaussée, avec des murs épais, il y a la fougagne, la pièce de vie où se font les veillées, et une grande étable avec un enclos pour les chèvres. Les garçons et filles de ferme sont déjà au travail. Tiens, Toinette fait boire les vaches tous les matins. La vie en Queyras est difficile. L'hiver très rigoureux dure parfois 9 mois et les Queyrassiens doivent s'organiser pour y vivre en autarcie. C'est le berger Gaspard qui s'occupe des moutons. Au premier niveau, 2 pièces pour le couchage. Au-dessus, c'est la pièce ménagère avec le chevillard pour ranger les réserves de pain pour l'hiver, suspendre les jambons, les saucissons. Et dans les coffres sont rangés les légumes secs. Il y a aussi, côté sud, la grange en fuste, les couéous où les céréales sont mises à mûrir, accrochées au brin d'août. Jeanne continue la visite. Je lui emboîte le pas sur le chemin qui nous mène au pont du Bourré qui enjambe le Guide. Tout est différent ici, même à la construction du pont. Tu viendras cet été, dit. Comme ça, nous irons parcourir la Sante le long du Guide, dans la fraîcheur du torrent. Regarde, regarde, le renard qui sort de sa tanière. Il cherche sûrement des lapins. Eux, ils sont là-haut, dans le bois des mélèzes. Nous avons de la chance. Et certes, je me fais toute petite pour l'observer, de peur qu'il ne s'enfuit. Je vis pleinement les émotions que la montagne m'offre. Il me semble être chez moi, oui. Nous arrivons devant le chalet des menuisiers. L'économie du pays est principalement basée sur l'élevage
avec le commerce du beurre, du fromage et de la céréiculture. Les femmes participent en vendant le linge et les dentelles qu'elles confectionnent à partir de laine, chanvre ou lait. Regarde, Émilie fait un joli travail. Ici, nous n'aimons pas le monnayage. Les Guérassins utilisent beaucoup le trot. Bonjour Mathieu, je vous présente ma cousine qui vient de Marseille. Nous venons voir vos meubles, elle voudrait un coffre. Quoi? Je la regarde éberluée. Il enlève son bonnet, me salue et m'explique. Nous avons tous un deuxième métier pour la période hivernale. Tisserand, fabricant de râteaux, forgeron et menuisier. Nos meubles sont finement décorés. Ben, chez nous aussi nos meubles sont décorés. Jeanne me coupe la parole. Mais pas comme ici. Donc, son mari est négociant. Elle t'échange des épices pour la cuisine, du thé pour Émilie et des oranges pour ton fils contre un coffre. Qu'est-ce que tu en dis? Ma pauvre Léonie, en un tour de main, le marché est conclu et je me retrouve avec un superbe coffre en bois. Bonne mère, ma cousine est redoutable, mais... Nous descendons quelques marches et voilà la fruitière. Oh, salut Firmin, c'est notre fada à nous. La fruitière, c'est en quelque sorte une coopérative. J'ai les yeux écarquillés. À la calanque, Manon, qui fait le fromage avec le lait de ses 4 chèvres, ne remplirait pas le quart d'une étagère. Les tomes fraîches sont mises à maturer et 12 semaines plus tard, les tomes grises du Queyras peuvent être dégustés. Un parfum et un goût sans pareil, mais je te dis que ça, rien ne vaut le local. Les paysans en gardent une partie et vendent le reste, dans les villes d'en bas, pour avoir de l'argent. Tu comprends? Il y a des choses qui ne se troquent pas. Le lait arrive dans les boîtes en bois. Puis, mis à cuire dans un chaudron avec de la pressure, il est récupéré dans un tissu fin. Le petit lait est alors essoré et mis dans un cercle par Pierre, le maître de cérémonie, qui va s'occuper du pressage et du retournement. Ma petite fille, tu connais mon côté fleur bleue, hein? Mes yeux vont du cuiseur à la baratteuse, de la baratteuse au cuiseur. Une histoire d'amour se trame. Lui, le sourire en coin, Béa murmure. Et pour le dîner, mon cœur amoureux. Et elle, tout en malaxant son beurre, les yeux perdus dans ses pensées, attend patiemment qu'il lui fasse sa déclaration. Le vieux maître de cérémonie et sa femme qui fait les mottes de beurre me regardent et sourient. Sainte Vierge, faites quelque chose! Et d'un coup, prise d'un malaise soudain, Annette s'effondre. Les Samson, les gens se précipitent et la prennent dans ses bras. Annette, ma chérie, tu ne vas pas mourir! Grand Fada va, elle meurt d'amour, oui. La bonne mère m'a exaucé. J'irai lui mettre un cierge en rentrant à Marseille. Et c'est toute guillerette que nous rentrons à la ferme. Ce matin, je n'ai pas voulu assister à la tue. Ah ben non alors. Et pour quelques jours, nous allons vivre dans l'odeur des cochonneries. Ce midi, nous avons eu droit à l'agrillage. C'est un petit morceau de cochon servi avec des pommes de terre du pays, les truffons, cuites au lait et au fromage. Je me suis régalée. Et maintenant, nous allons assister à la fabrication de la charcuterie. Oh là là, à la cuisine on pleure beaucoup, hein? Oh, pas sur le mort, mais pour le boudin, car il faut éplucher une belle quantité d'oignons. En fin d'après-midi, on entonne le boudin. Lorsqu'il sera cuit, il ira dans la pièce, rejoindre les jambons, le lard, le pâté, le fromage de tête, les pots de saindoux. Que de travail! Le père Bonafous taille, coupe, tranche, et tout en travaillant, il nous raconte sa vie. Son frère est parti à Marseille, où il a pignon sur rue à la rue Longue des Capucins. Eh ben, figure-toi que c'est notre charcutier, Monsieur Bonafous, tu sais, celui qui nous sert cet excellent jambon dont tu raffoles tant. Comme le monde est petit. Les jours suivants, il prépare les saucisses. Toute une ribambelle se balance au-dessus de la cuisinière, emplissant le poêle de leur odeur douceâtre.
Nous goûterons les premières bientôt à la veillée. C'est le casse-croûte de minuit après les histoires de Louis. Nous avons patouillé dans le drap toute la semaine. Mais le pire, c'est la vaisselle. Dégraisser, ouchi, casserole, avec la seule puissance de l'eau chaude. Le dernier recours, c'est la sciure. Les torchons en prennent un coup. Il faudra de l'huile de coude et pas mal de savon pour les ravoirs. Aujourd'hui, 24 décembre, c'est la grande veillée. Un homme et une femme sont arrivés au Chanin. Marie nous demande de l'héberger. Elle n'a plus la force d'aller plus loin, peu cher. Elle doit accoucher vers le 30 décembre. Nous lui avons préparé une chambre. Le Viergeot diffuse une douce lumière, plaquant sur les murs des ombres immobiles. Louis, bon conteur, nous emporte avec l'histoire de la Couloubre. Tu sais, le dragon de l'Isle-sur-la-Sorgue, qui, terrassé par Saint-Véran, s'enfuit dans les Hautes-Alpes où il meurt. Pendant ce temps, les doigts vifs de la plumeuse d'oie semblent mener une vie indépendante. Et la fileuse chuchote en douceur dans le léger tintement des vers. Seul le soupir des bêtes ponctue l'histoire. Minuit moins le quart. Marie crie. Jeanne se lève. C'est trop tard, le bébé arrive. Et il ne naîtra pas dans une chambre douillette, le pauvre, mais dans une étable. Vite, vite, un peu de paille par terre. Et voilà, à minuit, l'enfant est né. Le ravi sort comme un fada et il va sonner la cloche de la tour du procureur. Ici, le four à pain est surmonté d'un campanile qui sonne pour appeler les habitants. Et le ravi sonne et il ne s'arrête plus. Affolés, les habitants se lèvent. Il faut faire vite, vite, il y a sûrement le feu. Mais une fois dehors, pas de flamme dévorante, mais une douce lumière. Les nuages se poussent pour laisser l'étoile inonder de son halo la ferme de Chanin. L'ange annonce la naissance de Jésus. Cette nuit, comme par miracle, les éléments ont épargné le hameau. Sortant de la chaleur des maisons et des granges pleines de fouet, les villageois, humbles et discrets, se précipitent vers l'étable de la ferme des Chanin en bravant le froid, fatigués d'interroger le ciel, libérés de leurs angoisses et le cœur empli d'espoir. Prenant les choses en main, Jeanne et Mamoun, c'est la maman de Louis, décident d'allumer le four à pain. Et c'est qu'il va bien falloir les nourrir, tous ces gens qui arrivent dans le froid. Zou, Isabeau, monte prendre un peu de cochonaille et un peu de pain en attendant le pain frais. Dehors, Isabeau s'arrête pour prendre un peu d'air frais. Son regard s'attarde sur la rue. Mais cet homme-là qui s'avance sur la route, c'est son frère. Maman, Anaïs, Mamoun, regardez, c'est Gabriel. Vous avez vu? Il a des plumes sur son chapeau. Il doit enseigner le français, la lecture, peut-être même les mathématiques pour gagner sa vie. Et oui, Léonie, tu ne connais pas cette histoire qui a chamboulé la vie de la famille. Figure-toi qu'il était parti pour épouser Perrine, laissant sa mère en pleurs et son père furieux. Bonne mère, épouser une fille à la peau sombre, alors que tant de bons partis se présentaient. Fidèle à mon habitude, je me précipite vers Louis, le grand-père. Je vous en prie, Louis, c'est un jour de joie aujourd'hui. Votre fils est venu chercher le pardon. Donnez-le lui, par amour pour cet enfant qui est de votre sang. Ah, tu sais, mais Louis n'a pas besoin de moi. Et d'ailleurs, j'ai appris que je l'énervais, car soi-disant je me mêle de tout. Mais c'est une façon d'accepter ce retour, sans montrer trop de faiblesse. Mon Dieu, qu'il est beau, petit Louis. Viens, ma fille, viens voir l'enfant qui est né cette nuit. C'est grâce à lui si vous êtes de retour. Il vous a montré le chemin. Pendant ce temps, le four à pain ronfle. En temps normal, on fait le pain au printemps et à l'automne. Gaspard fait sa pâte,
Puis il la met sur des planches dans la charrette pour les transporter au four pour la cuisson. Il a aussi pris des bûches. Il est là au four depuis 6 heures du matin et avec le parafsoun, il enfourne et défourne le pain. La cuisson terminée, il mettra les pommes de terre à cuire dans les braises. Enfin, ma chérie, du bon pain frais à manger à la place de ce pain dur comme du bois. Hein. Nous avons de bien mauvaises habitudes à la pastite des Girelles. Mais que veux-tu? Sur le devant de la ferme, Isabeau et Mamoun accueillent les arrivants. Mais qui est cet homme qui arrive par la route de l'Italie? Elle profite de la situation pour observer presque avec impudeur ses cheveux bruns bouclés, son long manteau et sa mule chargée de pots de couleur et de cartons à dessin. L'homme est devant eux. Il relève la tête et plonge ses yeux dans les siens. « Bonjour, mademoiselle. Puis-je me servir de votre puits pour faire boire ma bulle Beppa ?» Silence. Il continue. « Je m'appelle Giovanni Zarbola. Jeanne Villard a fait appel à moi pour peindre un cadran solaire. Je viens lui montrer les dessins. C'est vous qui faites ces beaux oiseaux exotiques? Comme j'aimerais les voir en vrai. Ma petite Léonie, Isabeau est subjuguée par ce Giovanni. Et c'est Mamoun qui est obligée de l'inviter à monter. Et point n'est besoin d'être mamé et de faire les cartes pour savoir que ces deux-là partiront sur les routes ensemble. Ma petite chérie, tu ne peux imaginer mon ravissement et mon trouble. Cette année encore, j'ai eu la joie d'assister à la naissance de Jésus. Et surtout, 3 miracles pour Noël. C'est pas formidable? La déclaration de Jean à Annette, la réconciliation de Louis et Gabriel, et la libération d'Isabeau qui va sûrement partir visiter le monde avec le bel Italien ténébreux. Je crois que je vais lui demander de passer au Girel. J'espère que tu auras passé un bon Noël avec Geoffrey, mon gentil beau-fils, Augustine et Aimé. Je te fais de grosses bises et je te dis à bientôt, ta maman qui t'aime.